Cosa Vostra. Plus la pub est personnalisée et plus elle est pertinente, moins les utilisateurs seront contre la publicité. Évidemment. C'est intéressant parce que là en plus on touche du doigt le drive to store, on en parle depuis le début, mais le geofencing et la capacité de toucher sa zone de chalandise. Ouais, exactement. J'ai le sentiment, en fait, ça fait 20 ans qu'on parle de pub géo-targetée, mais que là on arrive à des niveaux de possibilités publicitaires qui sont formidables pour les retailers locaux et qui peuvent vraiment aller toucher. C'est presque la pub à l'ancienne, mais... Et c'est drôle, c'est exactement ça. On positionne la publicité geofencing comme étant une alternative très puissante au prospectus papier. C'est ça. Donc, ça n'a pas forcément vocation à les remplacer. En fonction des tests qui ont été menés par différents annonceurs, il y a des régions dans lesquelles le papier reste plus fort, des régions dans lesquelles le digital est bien plus pertinent et des régions dans lesquelles un juste équilibre entre papier et digital fonctionne mieux. Mais aujourd'hui, tu vas être capable, que ce soit avec Criteo ou d'autres régies, donc j'en profite pour parler de Criteo, de cibler des audiences autour de tes magasins qui ont récemment montré de l'intérêt pour tes produits. Et alors, comment est-ce qu'on est capable de connaître l'intérêt pour tes produits ? Soit via le vaste réseau de Criteo, on est capable de savoir que tu as récemment navigué sur un site vendant telle catégorie de produits. Donc, si tu es Conforama, tu as envie de cibler autour de toi tous les gens qui ont montré de l'intérêt récent pour du canapé et de la télé. On peut aussi savoir que tu es intéressé par la télé parce que tu as récemment visité le site de Conforama, ou alors parce que tu as récemment visité un magasin spécialisé dans la télévision. Donc on ne veut cibler autour de Conforama que les gens qui seront appétents pour voir des produits Conforama. Si en ce moment tu es en train de regarder de la mode, ça a peu d'intérêt de te cibler, de te pousser une télévision en promo, parce que c'est pas ce que tu es sur le point d'acheter. Et surtout, comme on a connaissance des stocks du Conforama qui est à proximité de toi, on peut te pousser uniquement les télévisions actuellement en promo dans le prospectus qui sont disponibles dans le Conforama qui est situé à 200 mètres de toi. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Panier, car je reçois Thomas Beurton de Criteo. Thomas est product spécialiste sur les sujets d'omnicanalité chez Criteo, et c'est un sujet qu'on va aborder en long, en large et en travers. Bonjour Thomas, tu vas bien ? Bonjour Laurent, très bien, merci. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Je suis assez impatient de faire cet épisode, car je suis pas un spécialiste pour ma part des solutions Criteo, et surtout sur l'omnicanal. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que depuis un an que je fais que j'anime le podcast Le Panier, il y a un truc qui revient en permanence et qui me saute aux yeux, c'est l'importance du retail physique encore par rapport au retail online, qui pour moi est une évidence après cette année de panier. Et je suis du coup content de le creuser avec toi aujourd'hui sur des approches marketing, de conversion, de conquête de nouveaux clients et de notoriété évidemment. Donc vous l'avez compris, on va parler d'omnicanal et de marketing avec toi, en utilisant en trame de fond deux études de cas de clients, un premier client qui est Micromania et un autre qui est un grand acteur de la mode. Tu nous en diras plus tard. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Peut-être que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, alors je travaille chez Criteo depuis un peu plus de 5 ans maintenant. J'étais jusqu'il y a encore 9 mois
account manager, c'est-à-dire que j'avais la responsabilité de gérer les campagnes display via Criteo d'acquisition et de fidélisation pour des grands retailers français, essentiellement des annonceurs brick and mortar qui ont aussi bien des sites e-commerce et des magasins physiques. Et j'ai récemment pris la fonction de product spécialiste sur les solutions omnicanal, qui consiste à accompagner nos forces commerciales locales sur toute l'Europe dans la commercialisation de cette nouvelle fonctionnalité qu'on appelle l'omnicanalité, qui est nouvelle chez Criteo, qui n'est pas nouvelle sur le marché bien sûr, qui s'est fortement développée sur les 2 dernières années aux États-Unis où on a fait l'essentiel de nos POC, et que j'ai pour mission aujourd'hui d'évangéliser sur les marchés européens. Ça veut dire que tu n'es plus responsable, tu n'as plus un portefeuille de clients, mais là, tu es le spécialiste de l'omnicanalité. Tu accompagnes les account managers pour évangéliser sur l'omnicanalité. Exactement. Donc, je les accompagne sur les opportunités clients, à savoir la préparation des pitchs, les meetings en eux-mêmes, les forecastings de budget. Je remonte tous les besoins avec toutes les discussions que j'ai avec ces annonceurs auprès de nos équipes produits et R&D, afin d'être sûr qu'elles orientent nos futures disponibilités produits vers les nécessités du marché. Ok, compris. Est-ce que tu peux présenter Criteo ? Alors, je pense que tout le monde connaît, ou en tout cas, mais avec tes mots, Criteo, qu'est-ce que c'est ? Alors, Criteo, on a pour mission d'aider les marketeurs, les agences et les marques avec une publicité impactante et à laquelle on peut faire confiance. On s'oriente sur 2 grandes notions du marketing digital aujourd'hui, qui sont ce qu'on appelle d'un côté les marketing solutions, qui ont pour vocation à aider les annonceurs à générer du trafic, de la notoriété et finalement de la vente et de la conversion, qui est notre métier de base, sur leur site e-commerce et maintenant dans leur magasin, et ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Et une autre branche métier plutôt retail média, qui consiste à faire le lien entre les besoins des marques et l'inventaire disponible sur les sites des retailers, afin que ces mêmes marques puissent pousser leurs produits et leurs messages sur l'inventaire disponible chez ces retailers. D'accord. Donc, pour prendre un exemple concret, je suis Auchan ou Carrefour. J'ai sur mon site des espaces publicitaires sur lesquels on peut placer de la pub, du sponsor. Ouais. Les marques peuvent acheter ces espaces pour mettre en avant leurs produits. Exactement. D'accord. Ou alors faire du hors-site, c'est-à-dire cibler une audience appétente sur du petit déjeuner Auchan, Carrefour, et tout ça est agrégé, afin de positionner leurs produits petit déjeuner et rediriger les utilisateurs vers leur enseigne préférée, que ce soit Auchan ou Carrefour. Ok, donc 2 grandes branches, Retail Media qu'on vient de définir et CMS, Commerce Marketing Solutions, sur laquelle tu es, dans laquelle tu évolues. C'est ça. Peut-être qu'on pourrait commencer par définir l'omnicanalité, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Ouais. Et j'aimerais bien te poser une question ensuite qui est comment est-ce que l'omnicanal a évolué ces dernières années et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, pour parler de l'évolution de l'omnicanalité, j'aime bien comparer l'omnicanalité à ce qu'elle est souvent confondue, c'est-à-dire la multicanalité. Donc, on pourrait définir l'omnicanalité du passé comme étant la multicanalité et l'omnicanalité d'aujourd'hui comme étant ce que je vais définir par la suite. En réalité, omnicanalité, comme veut le dire Omni, c'est la capacité de tout connaître d'un client, ce qui permet de créer une expérience adaptée sur chaque point de contact. Donc, l'omnicanalité, à la différence de la multicanalité, ce n'est pas être partout pour tout le monde, ce n'est pas de multiplier les points de contact en espérant que l'un d'entre eux finisse par convertir le client, ce n'est pas de faire du mass marketing et de cibler toute sa base clientèle avec des relances perpétuelles et d'envoyer un push notif et de pousser un display. L'omnicanalité, au contraire, c'est d'être présent au bon moment avec le bon message, ce qui passe essentiellement par la capacité à comprendre quel est le canal de prédilection de l'utilisateur. Et quand on va même encore plus loin avec le machine learning, c'est la capacité à prédire le canal du prochain achat, tout en proposant une expérience unifiée. Donc c'est le fameux sans couture, c'est-à-dire quelque chose de personnalisé et de très fluide, quel que soit le canal utilisé. Donc pour résumer, si tu veux, d'un point de vue marketing, l'omnicanalité, c'est la capacité donc à tout connaître du client afin de le contacter de façon intelligente via une expérience sans couture.
Du point de vue client, j'aime bien opposer un client multicanal qui achète sur plusieurs canaux versus un client omnicanal qui utilise plusieurs canaux pour finaliser son achat. C'est les fameux utilisateurs qu'on appelle ROPO, Research Online, Purchase Offline. C'est le click and collect, c'est toutes ces choses-là. C'est utiliser par exemple le web ou un site internet pour se renseigner afin de mieux finaliser son achat en magasin. Ce qu'on appelle aussi le web rooming. Donc, le web, pardon, quoi? Le web rooming. Le web rooming. Le ROPO, Research Online, Purchase Online? Purchase offline. Ouais. Offline. Je me le prends en note. Intéressant, j'imagine que du coup, alors c'est un domaine qui doit énormément évoluer. Si je te demande comment il était il y a 10 ans et comment il est aujourd'hui, l'usage de la data pour arriver à réconcilier et arbitrer des comportements d'achat à différents endroits et sur différentes plateformes doit être clé, j'imagine. Oui. Alors, les technologies se sont affinées. Je ne sais pas si tu te souviens de la ruée vers la DMP il y a encore 4-5 ans où on pensait que c'était le futur de la publicité en ligne. Ça l'est toujours et c'est un outil très puissant, mais se sont développés sur ces dernières années d'autres acteurs qu'on appelle des CDP, Customer Data Platform, qui ont l'intérêt de ne pas se concentrer uniquement sur un cookie et sur une adresse email qui est une donnée persistante et qui permettent de faire la véritable omnicanalité, c'est-à-dire de reconnaître son utilisateur non pas pas uniquement sur tous les devices qu'il utilise en ligne, mais aussi de faire le lien avec son activité en magasin. Et donc, dès lors que ces technologies se sont développées, on a commencé à véritablement faire de l'omnicanalité, qui, comme tu l'as dit, dépend principalement de la capacité d'un marketeur à collecter la donnée, à la qualifier et à l'unifier sous un même identifiant. En magasin, sur le site, chez mes redistributeurs le cas échéant. Et le tout en alimentant une base qui est chez Criteo ou un acteur similaire, c'est ça? Alors, il y a de la donnée first party qu'il est indispensable de collecter pour le marketeur, tout ce que l'on est capable de connaître de son client, toutes les interactions qu'on a avec lui, et on peut enrichir cette donnée. First party, c'est moi et mon client? C'est moi et mon client, c'est ça. Ok. On peut l'enrichir d'une donnée third party, donc qui vient d'acteurs comme Criteo et autres, qui sont capables d'enrichir la connaissance que l'on a de notre client avec des interactions avec le display, avec sa géolocalisation, avec ce qu'on sait de cet internaute sur d'autres sites, aussi bien des sites e-commerce que des sites publishers. Le but étant d'affiner notre connaissance de l'utilisateur. Donc, je suis... allez, on va prendre un troisième exemple. Franprix. Je sais que Laurent Kretz m'achète régulièrement du lait, mais grâce... Donc ça, c'est first party. Et third party... sais régulièrement et je sais dans quel Franprix précisément. Et dans quel Franprix? Et third party avec Criteo, par exemple, c'est de savoir qu'en plus, Laurent va, consulte Le Monde le matin. Laurent consulte Le Monde le matin sur sa tablette, qu'il a récemment acheté des jeans sur son téléphone mobile, et qu'il regarde de la déco et de la mode pour enfants, ce qui nous laisse présager qu'il a probablement récemment eu une bonne nouvelle. Ok, et donc moi, mon objectif en tant que commerçant ou e-commerçant, ça va être de servir au mieux ce qui peut intéresser Laurent. C'est marrant de parler de soi à la troisième personne, mais ce qui peut intéresser Laurent lorsqu'il passe dans l'un de mes points de vente, dans l'un de mes canaux. L'intérêt pour la marque, oui, c'est de s'assurer que Laurent reste fidèle. En fonction des verticales, Laurent aura plus ou moins tendance à acheter chez d'autres commerçants. Quand on parle en tout cas de la course de proximité, surtout en milieu urbain, Laurent n'est pas vraiment fidèle à une enseigne. Il va aussi bien chez Franprix que chez Carrefour en fonction de lequel est le plus proche de lui. Donc le but de la marque, c'est de bien connaître Laurent afin de prédire ses futures envies, de personnaliser la communication que j'ai avec Laurent, afin de s'assurer que Laurent fasse ses prochaines courses chez Franprix, de par toutes les solutions personnalisées et de toute l'expérience qu'il en retire, versus un de mes concurrents. Ça, c'est uniquement quand on parle de fidélisation. Il y a aussi après toute la partie acquisition, qui consiste à ramener Laurent pour la première fois dans son écosystème. Top. Donc, deux grandes branches chez Criteo, le Retail Media et le CMS, le Commerce Marketing Solutions. C'est là où tu évolues depuis ton nouveau poste, hein, c'est ça? Depuis toujours. Depuis mes 5 ans et demi chez Criteo. D'accord.
du coup, rentrons dans le vif du sujet. Il y a trois principaux enjeux pour moi e-commerçant, c'est de me faire connaître auprès d'un acheteur, de m'offrir, d'offrir à cet acheteur les produits ou en tout cas de l'attirer avec les produits pour le faire acheter qui l'intéressent, et ensuite de le faire revenir. C'est exactement ça. Donc, qui sont les trois grandes solutions que l'on adresse chez Criteo, mais aussi chez d'autres régies et d'autres DSP, qui consistent en notoriété essentiellement via du travail d'image de marque, dont le principal objectif est d'atteindre une audience cible et de mesurer l'impact que l'on a un peu sur l'inconscient de cette cible, à savoir une fois qu'ils ont vu ma publicité, est-ce qu'ils ont été marqués, est-ce qu'ils se souviennent du nom de ma marque. Ensuite, on peut travailler de la considération, c'est-à-dire en fonction de ce que l'on sait de nos propres utilisateurs, de nos meilleurs clients sur le site, quels sont les autres utilisateurs qui leur ressemblent, ou alors quels sont des utilisateurs qui rentrent dans des segmentations ou qui répondent à des personas qui sont pertinents par rapport à mes objectifs. Donc si je suis La Redoute et qu'en ce moment je vends du meuble pour la famille et pour bébé, il est pertinent de savoir qui cibler, à savoir des gens qui ont récemment montré des intentions pour de l'achat de produits de mode pour enfants, etc. Et là, le but de la considération, c'est d'inciter à la visite du site, mais c'est d'inspirer les utilisateurs. C'est de se faire connaître auprès d'une cible et de l'inspirer à visiter son site afin d'y découvrir tous nos produits. Et enfin, la conversion, qui est le b.a.-ba, et selon ce qu'on a toujours fait chez Criteo, qui consiste à faire convertir les utilisateurs d'un site dès lors qu'ils en sortent, ou alors dès lors qu'ils convertissent sur le site, en travaillant la fidélisation et en leur proposant des produits complémentaires à leurs premiers achats, pour être sûr qu'ils restent fidèles à votre marque plutôt qu'ils n'aillent chez des concurrents. D'accord, donc on a aussi la recommandation de produits complémentaires. La recommandation produit, en tout cas chez Criteo, c'est ce pourquoi d'ailleurs on est très connu, elle consiste en quatre grands dimensions. C'est des produits complémentaires aux produits que vous avez récemment vus ou achetés, des produits similaires à des produits que vous avez récemment vus, le but étant de vous inspirer sur d'autres marques par exemple, des produits historiques, donc ça représente une part assez faible, on s'en rend pas compte, mais en réalité 40% des produits qui sont achetés suite à un clic sur une bannière Criteo sont des produits qui n'avaient jamais été vus par l'internaute. Donc on a tendance à penser que le retargeting, on ne fait que vous bombarder avec des produits que vous avez déjà vus récemment. C'est relativement assez faux. C'est une impression que vous avez parce qu'on vous propose des produits similaires et complémentaires, mais en réalité ce n'est pas très vrai. Mais ça reste important pour susciter l'envie de retourner sur un site. C'est intéressant. Quel était le pourcentage ? Alors 40% des produits achetés suite à un clic sont des produits qui n'ont pas été vus par l'internaute préalablement. Ok, donc j'ai vu le produit A sur un site e-commerce, j'en suis sorti, on me propose le produit A, B, C sur d'autres sites ensuite en retargeting, je vais cliquer dans 40% des cas sur le produit B ou C, c'est ça ? Non, alors c'est dans 40% des cas où j'ai Que j'achète le produit A, pardon, qu'on me le montre et que j'achète. Alors, non plus, parce que le produit A, tu l'as déjà vu sur le site, c'est une fois que tu as effectué ton achat, qu'il soit sur le produit B ou le produit D, qui sont deux produits que tu n'avais soit pas vus sur le site, soit même pas vus dans la bannière, ce sont des produits qui ont été inspirés grâce à la publicité. Ok, compris. Et alors, pour entrer dans le détail et surtout dans le plus pratique, sur ces trois grands piliers qui sont notoriété, considération et conversion, est-ce que tu peux donner des exemples d'actions de commerçants ou e-commerçants ? Oui, j'en ai déjà donné quelques-uns. La notoriété, qui est un sujet assez nouveau chez Criteo, donc consiste à faire connaître sa marque auprès d'une population qui rentre dans nos critères marketing. Donc, est-ce que j'ai besoin de me faire connaître auprès des jeunes mamans ? Est-ce que j'ai besoin de me faire connaître auprès des millennials ? Est-ce que j'ai besoin de me faire connaître auprès des Parisiens ? Le but étant de s'assurer que ma cible est touchée avec un message fort, qui sont souvent des relais de la publicité télévision, ou en tout cas de la publicité vidéo. Alors que la considération aura davantage vocation à montrer des produits et à inspirer sur des catégories de produits dans le but de convaincre l'internaute de cliquer afin de se rendre sur le site. Alors, la première notion, on est vraiment sur l'image de marque. Est-ce que la marque reste imprégnée
dans l'inconscient de l'utilisateur, alors que dans la deuxième, on est véritablement sur de la visite qualifiée sur les sites. Et enfin, la conversion, c'est le retargeting tel que vous le connaissez. D'accord. Et si on essaie de rapporter, si on utilise Micromania ou cet autre acteur de la mode en exemple, est-ce que tu peux nous guider à travers ces use cases pour qu'on comprenne un peu la manière dont se sont déroulées les campagnes? Alors, là, on a beaucoup parlé de web, et donc mon rôle ici, c'est de vous parler comment est-ce qu'on fait le lien justement entre les mondes digitaux et les mondes physiques. Micromania, en l'occurrence, ils avaient une problématique pendant le confinement, c'est que, comme tout le monde, leur magasin était fermé, mais ils avaient toujours besoin de communiquer auprès de leurs clients magasins qui représentent, alors je n'ai pas le chiffre pour Micromania précisément, mais en France, en moyenne, 90% des clients sont des clients magasins. Il était donc indispensable de continuer à communiquer auprès de cette base, d'autant plus qu'elle était à risque de développer des nouvelles habitudes de consommation sur des sites e-commerce et pas forcément ceux de Micromania. Tout ça, c'est parti d'une première analyse qu'on a menée en France, où on a eu un petit doute au début du confinement, où on s'est amusé à regarder le canal de réachat des clients magasins en mars par rapport à leur achat qu'ils ont effectué en février. Donc si j'ai acheté en février en magasin, quelles sont mes chances de racheter sur le mois de mars, en ligne ou en magasin? Et on compare ces chiffres avec ce qui s'est passé en 2019, le but étant de voir si un canal bénéficiait ou au contraire était plus ou moins impacté par la crise. Et donc, comme on a pu s'y attendre de façon assez logique, en 2020, les acheteurs magasins du mois de février ont représenté une baisse de 50% sur leur achat en magasin en mars par rapport à l'année précédente. Ce qui est logique vu que les magasins ont fermé mi-mars. Était fermé, ouais. Donc les clients magasins du mois de février avaient moins de chances de pouvoir racheter en magasin en mars. On pouvait s'attendre, et c'est ce que beaucoup d'annonceurs m'ont dit d'ailleurs, à ce que mes clients magasins finalisent leur achat en ligne, étant donné que je ne suis plus disponible en physique. Mais que nenni. La part de réachat des clients magasins entre février et mars sur l'online n'était en hausse que de 0,5%. Ce qui veut dire que mes clients magasins n'ont pas racheté davantage en ligne en mars par rapport à février en 2020 par rapport à 2019. Pourtant, on sait que les clients, on sait que les gens de manière générale ont augmenté leur consommation sur Internet. Donc où est-ce que ces gens se sont déportés? A priori, soit ils n'ont pas racheté sur Internet, ce qui a été le cas en début du confinement. C'est pour ça que l'exemple que j'ai donné est un peu biaisé. Où au début du confinement, les gens se sont concentrés sur des achats en ligne sur des biens de première nécessité. Le jeu vidéo n'en faisait pas partie. À partir du mois d'avril, on a compris qu'on allait rester enfermé chez soi pendant 2 mois. Le jeu vidéo est devenu une priorité. C'est pour ça que les chiffres ont drastiquement changé. Et donc, fort de ces analyses, Micromania a compris qu'il était primordial de communiquer auprès de sa base client de sorte à ce qu'elle découvre son site, potentiellement développe de nouvelles habitudes de consommation sur son site, mais du moins ne parte pas à la concurrence, ou pour un de leurs clients, acheter pour la première fois sur le site de Fnac.com ou sur Amazon aurait été désastreux parce qu'ils auraient pu devenir fidèles à une expérience online et ne plus racheter dans leur magasin. Sachant que, je le répète, ça représente 90% de leur business. Ouais, c'est crucial et critique d'emmener cette audience et cette clientèle sur le site, je comprends. Et du coup, le type de campagne menée, c'était de l'emailing, du SMS, il y avait... Alors, Criteo, ce n'est que du display, ou la vidéo via le display. Le display se fait aussi bien sur les environnements app, web que TV connecté, par exemple. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a onboardé toute leur base de clients magasins. Alors, Micromania fait déjà partie, travaille déjà les solutions d'omnicanalité avec nous avant la crise, ce qui fait que on a la capacité d'ingérer les tickets de caisse Micromania. On sait concrètement qui a acheté quoi et où, le but étant de mieux personnaliser l'expérience utilisateur à travers la publicité à l'avenir. Donc, si je sais que vous avez acheté tel jeu, je vais arrêter de vous le montrer dans les publicités. Au contraire, je vais vous proposer des jeux complémentaires qui sont susceptibles de vous intéresser. Je peux faire une parenthèse, mais juste pour être sûr de bien comprendre. Donc, moi, j'ai acheté des jeux dans des boutiques Micromania. J'ai laissé mon adresse email, en tout cas, quand je passe en caisse, et c'est ça qui vous permet ensuite d'aller réconcilier ma présence sur Internet à mon comportement d'acheteur, mon profil d'acheteur chez Micromania. Yes, à deux conditions. La première est que
l'achat soit passé par la carte de fidélité. Et la deuxième, que l'utilisateur ait consenti à ce que cette information soit partagée. Évidemment, RGPD. Et donc, d'accord. dès lors qu'on onboard en fait ces achats magasins, on est capable de distinguer au sein de toute la clientèle de Micromania quels sont ceux qui n'achètent historiquement qu'en magasin et qui sont donc à risque de faire leur premier achat en ligne sur un site concurrent et non pas sur celui de Micromania. Donc, on a ciblé spécifiquement tous ces clients magasins exclusifs, le but étant de leur faire découvrir le site de Micromania. Et donc, en plus d'avoir généré des performances hyper intéressantes, on a eu un ROAS qui a augmenté de 20% par rapport à le retargeting uniquement des internautes, donc des gens qui avaient l'habitude de naviguer sur le site, alors que là on a ciblé uniquement des gens qui ne naviguaient jamais sur le site mais qui n'achetaient qu'en magasin. Donc ça a généré beaucoup de performances à un prix, à un coût moindre. Et surtout ce qui était hyper intéressant, c'était que 49% des gens qui achetaient pour la première fois sur le site de Micromania étaient en réalité des gens qui achetaient pour la première fois du jeu vidéo en ligne. Donc il s'agissait bien de personnes qui non seulement n'achetaient qu'en magasin chez Micromania, mais qui avaient l'habitude d'acheter qu'en magasin de manière générale sur du jeu vidéo. Il y a plein d'enseignements. Ok. Alors juste un truc. Tu as dit ROAS. Chers auditeurs, je crois que vous commencez à le savoir maintenant, mais c'est Return on Ad Spend, c'est le multiple de chiffre d'affaires ou de marge. Enfin, c'est le chiffre d'affaires quand je vais recevoir sur un euro dépensé. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui est hyper intéressant, et j'essaie de tirer des enseignements et des recettes applicables, mais c'est la manière dont Micromania a su réagir face au Covid pour communiquer auprès de ses bases à travers du display avec Criteo, mais j'imagine qu'ils l'ont aussi fait avec d'autres canaux comme l'email ou autres, mais c'est de leur dire, attendez, on n'est pas que offline, on est aussi online. Troisième enseignement qui est hyper intéressant, c'est avec ça que tu as fini, c'est que en fait, cette population qui n'achetait que offline, quand on l'a targetée pour qu'elle découvre le site, était plus enclin à acheter en ligne, c'est ça, que la population en ligne traditionnelle du site? Alors, on n'a pas mené cette étude, mais le chiffre que j'ai communiqué de 49%, c'était parmi toutes les personnes ciblées qui ont effectué un achat sur le site. Et je rappelle, ce ne sont historiquement que des gens qui n'achetaient qu'en magasin. C'est ça. Pour 49% d'entre eux, c'était la première fois qu'ils achetaient du jeu vidéo en ligne. C'est-à-dire qu'on a la capacité à savoir s'ils ont déjà acheté du jeu vidéo sur Boulanger ou sur Fnac, par exemple. Et en l'occurrence, ce n'était pas le cas. D'accord, ok. Donc on a plus ou moins converti des gens qui n'avaient jamais acheté en ligne du jeu vidéo à acheter pour la première fois sur le site de Micromania, chose qu'ils sont probablement plus à même de continuer à faire suite à la fin de la crise. C'est hyper intéressant, puisque tu as un rôle d'évangélisateur, ça se dit, d'évangélisation en tout cas. Enfin, vous avez eu de facto un rôle d'évangélisation sur cette population. Exactement. Alors après, Micromania a un gros travail à faire sur ses primo-acheteurs online pour s'assurer qu'ils soient toujours au fait des possibilités et des services omnicanaux de Micromania. Sur la fin de la campagne, quand les magasins réouvraient, on a mis à jour les créas de sorte à pousser des messages click and collect et drive to store pour que les utilisateurs qui avaient l'habitude d'acheter en magasin sachent qu'ils pouvaient acheter en ligne, mais qu'ils pouvaient aussi bénéficier du click and collect, à savoir acheter en ligne et aller retirer leurs produits en magasin, ce qui est pertinent lorsqu'on a besoin de jouer rapidement ou qu'on a besoin de discuter avec le vendeur pour avoir ses conseils. Ok, tu joues en fait avec tes curseurs, mais tu ne bouscules pas l'utilisateur, le client final. Exactement. Si c'est quelqu'un qui préfère acheter en magasin, on va le laisser acheter en magasin juste en lui faisant savoir qu'il y a d'autres méthodes qui sont possibles, c'est ça? Exactement. Dès lors mais ça, c'était une stratégie Micromania. C'est une stratégie Micromania, mais Micromania est intelligent dans le sens où Micromania suit les préférences utilisateurs de ses clients. C'est un de mes combats en ce moment où j'ai beaucoup d'annonceurs et c'est pardonnable parce que ça part d'un raisonnement assez logique, qui vont m'expliquer que leur premier objectif d'omnicanalité en 2020 consistera à digitaliser leur base de clients magasins, c'est-à-dire à prendre des clients magasins qui n'achètent qu'en magasin et à leur faire acheter sur le site. La logique pour derrière étant que... Non, la logique étant qu'un client omnicanal, que moi je préfère appeler un client multicanal en réalité, c'est-à-dire un client qui achète aussi bien en ligne qu'en magasin, est un client qui a une lifetime value bien plus élevée.
d'un client qui rachète plus régulièrement et sur des paniers moyens plus élevés, par rapport à un client qui n'achète soit que en ligne, soit que en magasin. Donc la Hyper logique est intéressant, bonne. je le garde. La logique est très bonne. Le problème, c'est que c'est pas là une bonne façon de faire, parce que dès lors que vous, en tant que marketeur, vous partez du principe que votre objectif est de convertir quelqu'un qui n'achète qu'en magasin pour le faire acheter également en ligne, vous vous éloignez d'une vision user-centric, parce que l'objectif de l'utilisateur, c'est pas du tout de faire son premier achat en ligne, lui il s'en fiche complètement. Son objectif personnel, c'est de continuer à profiter de l'expérience magasin. Et si vous le forcez à venir en ligne, vous dégradez l'expérience, vous dégradez votre image et surtout vous dégradez vos performances parce qu'il s'agit de quelqu'un qui n'achètera pas si facilement en ligne. J'ai des chiffres benchmarkés, donc ça varie énormément en fonction des verticales, mais de manière générale, un client magasin a entre 5 et j'ai vu jusqu'à 40 fois plus de chances de racheter en magasin plutôt que d'effectuer son premier achat en ligne. Pour avoir ça en tête, un client magasin est fidèle à une expérience magasin et il est très compliqué de le convertir à de l'achat online. Donc quand j'ai beaucoup de marketeurs qui m'expliquent que leur premier objectif c'est de convertir ses clients magasins en clients online également, c'est un risque en plus. C'est un risque énorme de dégrader leur image de marque et de dégrader leur performance, alors qu'il serait bien plus simple, à condition qu'ils aient un peu cette maturité de se dire que un client de leur enseigne reste un meilleur client dès lors qu'il continue à acheter chez soi, qu'il continue à acheter donc aussi bien en ligne qu'en magasin, plutôt qu'il n'aille acheter chez un concurrent. Dès lors qu'ils ont cette maturité, ils peuvent, comme l'a fait Micromania, être enclins à orienter un client magasin vers le site, non pas pour qu'il y achète, mais pour qu'il s'y renseigne ou qu'il bénéficie des services omnicanaux de la marque, afin de racheter davantage, mais en magasin. Parce qu'on sait qu'un client magasin ne rachète essentiellement qu'en magasin. Donc on a beaucoup, et c'est un biais qui est assez logique en soi, parce que je parle beaucoup à des responsables d'acquisition qui sont très orientés web. Quand votre objectif premier est de générer du trafic et de la conversion sur le site, vous avez du mal à prendre un peu de recul et à vous dire que votre site n'est pas qu'un canal d'achat, mais il peut être, et en l'occurrence, il est essentiellement pour les clients magasins, un canal de renseignement. C'est un tremplin vers les magasins, ça accélère le chiffre d'affaires des magasins, parce qu'on se rend compte en moyenne qu'un client magasin qui navigue sur un site web pour y préparer ses achats, alors là c'est une étude Criteo, ça diffère en fonction des benchmarks établis, mais il a, je crois, 23% de chances supplémentaires de racheter le mois suivant, plutôt qu'un client magasin qui n'est pas familier avec le site. Et ces chances de racheter supplémentaires... Attends, je reprends. Ouais. Un client magasin familier avec le site a 23% de chances de plus de racheter le mois suivant, le deuxième mois, qu'un client magasin qui n'est pas familier avec le site, c'est ça ? Exactement. Ok. Pour une fois, elle est bonne, ma reformulation. Ok, très intéressant. En fait, faut ne pas bousculer l'utilisateur, respecter ses habitudes, ne pas le forcer forcément à changer de canal. Mais tu as dit un truc un peu plus tôt, et j'aimerais y revenir. Tu as dit un client multicanal enfin omnicanal, mais tu as dit multicanal, du coup, a une lifetime value plus élevée qu'un client unicanal. Ça, on peut le dire là. Tu as bien dit ça, hein ? C'est bien ça. Ok. Concrètement, alors c'est un peu l'œuf et la poule. J'ai pas mal d'annonceurs qui me disent je vais prendre mon client magasin qui n'achète qu'en magasin et le faire acheter aussi en ligne. Comme ça deviendra un client omnicanal et je sais qu'un client omnicanal est plus fidèle. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous arrivez à convaincre votre client magasin d'effectuer son premier achat en ligne qu'il devient soudainement fidèle. En réalité, c'est parce qu'il est fidèle de base qu'il est à l'aise à l'idée d'acheter sur tous les canaux, aussi bien en ligne qu'en magasin. Donc, il faut revoir le problème dans le sens inverse et il faut aller dans le sens de l'utilisateur. Il faut faciliter son prochain achat et il faut personnaliser la communication et donc la publicité, en l'occurrence ici via le display, qui a des capacités de personnalisation très poussées, afin d'inciter l'utilisateur au réachat. Ok, super intéressant. Comment est-ce qu'on commence ? C'est quoi la première étape ? Moi, commerçant qui veut cranter, grandir, mieux travailler mon omnicanalité. Alors, la première étape,
pour moi, par rapport à ce que j'ai observé, ça va être de casser les silos organisationnels. C'est-à-dire qu'il est important d'établir une vision customer-centric et des objectifs customer-centric pour toute l'entreprise. Il est important d'avoir au board, ou en tout cas à un niveau assez élevé, quelqu'un qui a des objectifs omnicanaux, c'est-à-dire qui gère la fidélisation de sa base client, pas uniquement sur un canal web ou sur un canal magasin, mais de façon homogénéisée. Une fois qu'on a cassé ces silos organisationnels, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a un objectif précis et qui peut attribuer des budgets à cet objectif, il y a un gros travail à faire sur la donnée. C'est une des premières choses que tu as dites. Une fois qu'on a cette donnée unifiée, il va falloir trouver des partenaires et des technologies qui sont en mesure d'utiliser cette donnée, de l'enrichir avec leurs propres données, afin d'autant plus personnaliser l'expérience client. Et enfin, et ça c'est lié au pilier de l'unification de la donnée, il faut être capable bien sûr de mesurer les impacts de nos campagnes omnicanales pour être sûr que tous les investissements qu'on met sur les leviers digitaux ont bien un impact sur les magasins physiques. Compris. Casser les silos, travailler ma data, fournir ma data, ou en tout cas travailler avec un partenaire qui est capable de l'interpréter, et puis ensuite adapter à ma stratégie de omnicanalité. Est-ce que, du coup, je prends un tout petit pas en arrière par rapport à ce que tu viens de dire, ça s'adresse pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas. Est-ce qu'à partir de quelle taille est-ce qu'il faut commencer à réfléchir à ce type de problématique? Bonne question. Je vais être honnête, je travaille essentiellement avec les grands groupes, donc je pourrais pas me prononcer pour les plus petits. Ouais. Et les outils dont je parle, donc travailler avec les bonnes technologies, c'est à la portée de tout le monde. Criteo travaille avec énormément de petites marques. En revanche, se doter soi-même d'outils qui permettent d'unifier la donnée, essentiellement via les DMP, les CDP, ça a un coût d'entrée assez élevé, mais ça permet de dégager très rapidement des bénéfices à tous les niveaux de l'entreprise. Mais effectivement, je conçois que ce soit pas accessible pour tout le monde. Donc il faut déjà avoir un beau réseau de distribution et beaucoup de trafic sur son site pour commencer à travailler sur ces problématiques. Je suis pas sûr, non. On est capable, alors je parle encore une fois uniquement pour Criteo. Ok. On est capable de commencer à optimiser vers de la vente en magasin, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des algorithmes qui prennent en considération des variables qui leur permettent de prédire si tu as des chances plus ou moins élevées de finaliser un prochain achat en magasin, de t'inciter à retourner dans ce magasin. On estime qu'on est capable de faire cela à partir du moment où on a généré au moins 200 ventes post-clic sur le mois dans le magasin. 200 ventes post-clic, c'est tout petit. J'ai vu des annonceurs ayant moins de 5 magasins étant capables de réaliser ces chiffres-là. Ouais, 200 ventes post-clic, c'est pas énorme. Post-clic, donc j'ai vu une bannière, j'ai cliqué, il y a eu un achat. Exactement. C'est ça? En magasin. En magasin. À partir de 200 ventes, tu es capable de faire de l'optimisation. C'est ça. C'est pas énorme, 200. C'est pas énorme du tout. Ok. Donc ça peut s'adresser à des commerçants de taille moyenne, mais qui veulent accélérer et optimiser leur strat omnicanal. Ok. Exactement. Mais pour que l'on soit capable de voir ces ventes finalisées en magasin, il faut d'une part que l'annonceur, enfin que le marketeur soit capable de collecter sa donnée en magasin. Et ça se fait essentiellement via des programmes de fidélité ou alors via des solutions de e-receipt. Reçu digital, e-receipt, c'est ça? Ouais. Exactement. Et en plus de collecter cette donnée, et la collecter de façon propre en adéquation avec un RGPD, il faut que l'annonceur soit capable de nous la mettre à disposition. Donc, il faut que la donnée soit fraîche, soit mise à jour régulièrement, parce que si tu vas sur un site, que tu vas sur Darty, que tu regardes une machine à laver, que le lendemain tu l'achètes en magasin, et que moi je reçois l'information une semaine ou 2 semaines plus tard, c'est 2 semaines pendant lesquelles je vais continuer à te pousser la machine parce que j'ai vu que tu l'avais vu, j'ai constaté que tu l'avais vu sur le site et que tu as quitté le site. Donc j'ai tout intérêt à penser que tu es en train de préparer un achat de machine à laver. J'ai envie de t'inciter à finaliser ton achat sur Darty. Le problème, c'est que tu l'as déjà acheté et pendant 2 semaines, je continue à te pousser cette publicité. Très déceptif. Très déceptif et c'est une des pires expériences utilisateurs qu'on puisse avoir. C'est pour ça qu'il est indispensable de connecter les mondes physiques et digitaux. Il faut que la publicité arrête de pousser les produits qui ont été achetés et au contraire oriente l'utilisateur sur des produits complémentaires.
il faut que la pub arrête tout simplement de cibler l'utilisateur. Quand vous venez de réaliser un achat, il y a peu de chances que vous réalisiez un deuxième achat dans les minutes ou dans les heures ou dans les jours qui suivent. Donc il est important que la pression diminue. Et surtout, dès lors que l'on sait que vous êtes quelqu'un qui achète, qui se renseigne sur un site avant d'acheter en magasin, il est primordial que l'on adapte la communication que l'on fait auprès de vous et que l'on vous pousse des messages Drive to Store où l'on vous montre des informations pertinentes par rapport à vos habitudes de consommation. Donc, quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin préféré? Est-ce qu'il y a un message précis des horaires d'ouverture, enfin pas des horaires d'ouverture, mais est-ce qu'il y a un discounting qui se fait occasionnellement parce qu'il y a des travaux qui vont être établis? On a la capacité de connaître les stocks magasins en temps réel. Il est ultra pertinent de vous orienter vers un magasin avec une reco produit qui ne montre que des produits disponibles dans le magasin. Sinon, encore une fois, il n'y a rien de pire en effet déceptif. C'est hyper intéressant ça. Tu peux connecter les stocks de ton retailer. Enfin, lui, si en tout cas il a la capacité de le faire, du coup, tu peux m'orienter vers les bons magasins, c'est ça, où les stocks sont disponibles. Exactement. Et donc, pour connaître ton magasin, soit je le sais parce que Criteo a géré la donnée de vente magasin et donc on est capable de savoir où est-ce que tu as l'habitude d'acheter, soit parce que l'annonceur nous l'a envoyé via un flat file, soit via la géoloc. Via un fichier à plat, qui m'indique Laurent préfère acheter dans ce magasin. J'ingère cette information pour être capable de personnaliser les bannières que je te pousse avec des stocks et des infos sur ton magasin et non pas des informations génériques. Le but étant de toujours plus personnaliser pour mieux t'inciter et pour que tu sois plus à l'aise en fait en réalité avec la communication de la marque. Plus la pub est personnalisée et plus elle est pertinente, moins les utilisateurs seront contre la publicité. Évidemment. C'est intéressant parce que là en plus on touche du doigt le Drive to Store, on en parle depuis le début, mais le geofencing et la capacité de toucher sa zone de chalandise. Ouais, exactement. J'ai le sentiment, en fait, ça fait 20 ans qu'on parle de pub géo-targetée, mais que là on arrive à des niveaux de possibilités publicitaires qui sont formidables pour les retailers locaux et qui peuvent vraiment aller toucher. C'est presque la pub à l'ancienne, mais... C'est drôle, c'est exactement ça. On positionne la publicité geofencing comme étant une alternative très puissante au prospectus papier. C'est ça. Donc, ça n'a pas forcément vocation à les remplacer. En fonction des tests qui ont été menés par différents annonceurs, il y a des régions dans lesquelles le papier reste plus fort, des régions dans lesquelles le digital est bien plus pertinent et des régions dans lesquelles un juste équilibre entre papier et digital fonctionne mieux. Mais aujourd'hui, tu vas être capable, que ce soit avec Criteo ou d'autres régies, j'en profite pour parler de Criteo, de cibler des audiences autour de tes magasins qui ont récemment montré de l'intérêt pour tes produits. Et alors, comment est-ce qu'on est capable de connaître l'intérêt pour tes produits? Soit via le vaste réseau de Criteo, on est capable de savoir que tu as récemment navigué sur un site vendant telle catégorie de produits. Donc, si tu es Conforama, tu as envie de cibler autour de toi tous les gens qui ont montré de l'intérêt récent pour du canapé et de la télé. On peut aussi savoir que tu es intéressé par la télé parce que tu as récemment visité le site de Conforama, ou alors parce que tu as récemment visité un magasin spécialisé dans la télévision. Donc on ne veut cibler autour de Conforama que les gens qui seront appétents pour voir des produits Conforama. Si en ce moment tu es en train de regarder de la mode, ça a peu d'intérêt de te cibler, de te pousser une télévision en promo, parce que c'est pas ce que tu es sur le point d'acheter. Et surtout, comme on a connaissance des stocks du Conforama qui est à proximité de toi, on peut te pousser uniquement les télévisions actuellement en promo dans le prospectus qui sont disponibles dans le Conforama qui est situé à 200 mètres de toi. C'est marrant, j'y pensais ce week-end. J'ai l'image en tête, là, j'ai vu ce week-end justement, mais d'un prospectus de grande surface chez ma belle-mère, pardon, pour la seule plus. Je sais que ma compagne écoute ce podcast, donc excuse-moi. Donc, chez ma belle-mère, un prospectus dans lequel elle avait entouré tu sais, comme le font certaines personnes, quoi, entourer les produits qui l'intéressaient et qu'elle voulait les voir en promo. En fait, on en est là. Sauf que ils lui sont poussés directement en digital sur les sites qu'elle visite ou sur le site du magasin. Si elle a donné par son historique de navigation et d'achat les informations qui permettent de la cibler, évidemment. Mais ok. Ça dépend encore une fois de l'objectif de l'annonceur. Si l'annonceur a besoin de susciter et d'inspirer
les utilisateurs à proximité de ces magasins, il peut fonctionner sur le principe d'un prospectus assez classique qui va pousser des promos sur plusieurs gammes de produits. À l'inverse, si tu veux être très précis, autant cibler le mec à proximité qui a récemment regardé des télés sur Internet avec ta télévision qui est en ce moment en promo dans ton magasin. Ok, compris. Est-ce que, une question un peu plus large avec un peu de recul, mais est-ce que le RGPD a été une épreuve pour les sociétés comme Criteo? Pour Criteo, non. On a la chance d'avoir une équipe privacy qui est intégrée à nos équipes produits, c'est-à-dire que toute opportunité et toute nouvelle feature est passée en amont au crible de toutes les règles de privacy. Toutes les règles de privacy possibles et imaginables en France, en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, parce qu'on a une équipe internationale. Le but étant bien sûr de ne pas développer des produits qui, après 6 mois de développement, vont juste être mis au rebut parce qu'on ne peut pas les utiliser à cause de certaines réglementations. On a été très précurseurs sur les trucs de privacy. Je sais pas si tu es au courant, mais c'est des ad choice, les petits triangles bleus en haut à droite des publicités, mais c'est quelque chose que Criteo a inventé. Ok, non, je ne savais pas. Voilà. Et Criteo te donne la possibilité de opt-out de sa publicité à tout moment. Donc tu peux cliquer sur ce petit ad choice, signaler une publicité ou alors carrément demander à Criteo de devenir invisible à nos yeux. Et ça, on le fait de façon cross-device. C'est-à-dire que dès lors que tu t'opt-out avec ton laptop, on est capable de savoir que Laurent, qui a utilisé ce laptop à l'instant, était la même personne qui utilise tel smartphone et tel ordi à son bureau. Du coup, on va s'assurer que sur tous tes devices, tu ne vois plus Criteo. Ok. Et surtout, alors après, les changements au niveau des cookies nous ont peu impacté car on a réussi à migrer nos cookies sœurs dans cookies first party, ce qui fait qu'on n'est pas impacté par les nouvelles réglementations de Safari et de Chrome. Et on est un acteur très présent dans la tech, donc de façon ouverte, on est très présent dans les conversations avec Google notamment sur l'avenir du cookie et la façon dont tout l'environnement publicitaire peut continuer à exister afin que tous les acteurs en bénéficient, aussi bien les publishers que les annonceurs, que les marques, les utilisateurs. Compris. C'était très intéressant, très détaillé et surtout un bon mélange de pratique et en même temps de pas d'académique, de conceptuel. J'aime beaucoup. Je voudrais prendre un tout petit peu de hauteur pour finir et te demander comment est-ce que tu vois l'avenir, le futur du multicanal, de l'omnicanal. Le futur de l'omnicanal. Ouais, comment est-ce qu'un e-commerçant travaillera dans 10 ans? Un commerçant e-commerçant travaillera dans 10 ans? Dans 10 Est-ce que ans, tu vois les tendances qui se dégagent? Est-ce que tu peux nous emmener un peu en 2030? En 2030, alors en 2030, on parlera même plus de canaux. On parlera d'un seul canal harmonisé. Tout sera connecté, tout sera lié. Vous n'aurez plus d'expériences désagréables de stock ou de prix différents en fonction du web ou des magasins. Toute l'information sera disponible sur vous et aussi sur les produits qui vous intéressent. Alors, je vais pas vous faire peur, hein, mais c'est la capacité d'une marque à connaître son client et ce qui lui permettra de mieux personnaliser l'expérience qu'il lui propose. Pour moi, le vrai futur de l'omnicanalité, en réalité, ça va être la digitalisation des points de vente, plus que l'inverse. On est capable déjà de faire des ponts évidents entre web et magasin, mais dès lors qu'on est capable d'amener la technologie dans les magasins, c'est ce qui va profondément changer, je pense, la figure du retail, d'autant plus que les générations Z et millennials sont les plus enclines à visiter nos magasins dans le futur et sont aussi les plus à l'aise avec les technologies. Donc, je pense que tout achat qui sera fait dans un magasin sera fait avec un smartphone à disponibilité de l'utilisateur et probablement une tablette ou autre écran connecté au profit du vendeur. Le but étant de s'assurer que lorsqu'un utilisateur rentre dans un magasin, le vendeur soit au courant de qui est cette personne, de ce qu'elle a déjà acheté, quels sont ses centres d'intérêt, afin de mieux personnaliser l'expérience en magasin qu'on est capable de lui proposer. Et vous avez pas mal d'annonceurs qui se lancent déjà là-dessus.
je pense à Sephora qui fait des choses assez incroyables, qui... attendez, je vais me souvenir. Ils ont 3 choses moi qui m'avaient marqué la fois que je m'étais renseigné. Le but, en fait, c'est pour ça que Amazon rachète des magasins. Le but, c'est de se démarquer via de l'expérience. Et les expériences web ont une certaine limite, alors que les magasins peuvent encore énormément se digitaliser et se transformer. On peut, chez Sephora, par exemple, se prendre en photo sur une tablette et voir différents essais de maquillage. Ils avaient quelque chose de très intéressant où ils sont capables de vous conseiller des parfums selon votre personnalité. Ou alors ils peuvent optimiser des tutos de maquillage en fonction de vos achats et vous orienter vers des expériences de plus en plus fines et personnalisées. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces cas, il faut s'identifier d'une manière ou d'une autre et ça permet de faire la réconciliation de l'acheteur offline-online, c'est ça ? Toujours. Ok, évidemment. Intéressant. J'essaie de tirer les enseignements aussi, je le mettrai par écrit dans la newsletter que j'envoie maintenant après chaque épisode, mais les enseignements pour les commerçants, les e-commerçants qui sont de taille moyenne ou petite, qui nous écoutent, mais c'est de l'importance du retail, hein, tu l'as dit, le retail physique, est souvent un accélérateur du business quand il est accompagné, couplé d'une bonne expérience en ligne et que on respecte l'habitude de consommation de l'utilisateur final, on ne le bouscule pas dans ses habitudes. Tu as parlé de ROPO, Research Online, Purchase Online, et tu as dit que c'est l'expérience d'utilisateur, la lifetime value d'un utilisateur, d'un client qui est à l'aise avec mon site web et mes magasins est beaucoup plus forte qu'un client qui ne connaît qu'un des canaux, par exemple. C'est ça. Un message très fort qu'il est important de retenir selon moi, ce n'est pas que les objectifs omnicanaux des annonceurs ne doivent pas être en premier lieu d'augmenter leur part de clients omnicanaux, dans le sens où c'est quelque chose qui se fait naturellement une fois que l'utilisateur est à l'aise avec votre marque. Au contraire, là où la plus grande valeur ajoutée se trouve, c'est de convaincre un client magasin de transiter par le site sans y acheter, mais afin de s'y renseigner pour mieux acheter et acheter plus et plus souvent dans les magasins. Donc c'est un message fort, c'est que un site web, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les a créés à la base, hein, les sites web, c'était pour atteindre des zones physiques où on n'avait pas de présence de présence de magasin. Donc le site web est un canal d'achat, certes, mais lorsque l'on communique avec un client magasin, ça ne doit plus être un canal d'achat en premier lieu, mais ça doit être un canal de communication et d'information. C'est une super phrase de conclusion. Et je crois qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Donc, je te remercie pour ce message fort. Thomas Burton, qui est donc product spécialiste sur l'omnicanalité chez Criteo. Merci infiniment pour ton temps. Comment est-ce qu'on peut te contacter ? Est-ce que tu veux qu'on te contacte ? Oui, n'hésitez pas, hein, si c'est pour continuer la discussion ou pour définir des best practices. Donc, tu es évidemment présent sur LinkedIn. Vous avez le nom dans le titre de l'épisode, BEURTON, Thomas Burton sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions additionnelles. Thomas, merci pour ton temps. Avec plaisir. Et très chers auditeurs, je vous remercie encore pour votre fidélité. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.